Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça observe les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. Un anthropologue, ben, ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue au deuxième épisode d'Entre-Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Comment tu vas, Vicky? De quoi on va parler aujourd'hui? Hey, je suis assez énervée, Laurence, parce qu'on a notre première invitée. Fait qu'on va, pour la première fois, recevoir quelqu'un qui va vous parler autant de ses travaux que ses expériences concrètes de terrain. Et sans plus attendre, notre invité aujourd'hui, c'est Martin Hébert, professeur au département d'anthropologie de l'Université Laval. Donc, petite présentation, Martin, si tu me permets. Donc, toi, ton parcours académique t'a orienté vers des intérêts thématiques à résonance philosophique, c'est-à-dire les conflits et la violence. D'ailleurs, tu as fait ta maîtrise sur le soulèvement zapatiste dans l'État du Chiapas au Mexique et tu as poursuivi ton doctorat avec les MEPA. Également dans la même région du monde et t'as enseigné 3 ans en Pennsylvanie dans une université américaine qui s'appelle Haverford College avant d'atterrir ici pour notre plus grand plaisir à l'Université Laval. D'ailleurs, le premier cours que tu as monté ici à l'Université Laval, c'est le cours d'anthropologie des conflits et de la violence. Fun fact, ça a été mon premier cours, ma première journée à l'université au bac. Oh, wow! Fait que voilà, tu es le premier professeur que j'ai rencontré au département. Donc, c'est un plaisir de t'avoir comme première invitée à notre podcast. Bien, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très gentil. On est très heureuses. Yes. Là, Martin, on va commencer par notre première question qu'on fait à tous nos invités, en fait. Ça va être un grand classique. Quel est le stéréotype le plus funky que tu as entendu à propos de l'anthropologie? Bien, bon, comme votre intro le montre, il y a à peu près juste ça, des stéréotypes face à l'anthropologie, là. Puis à un moment donné, ils deviennent un peu lassants, là, mais moi, celui qui m'a toujours fait rire, en tout cas celui qui m'a fait le plus rire, c'est à un moment donné, je siégeais sur un comité. Le comité avait eu 0 rencontre jusqu'à maintenant, mais les organisateurs, organisatrices avaient préparé un document de travail, je sais pas, ça faisait quelques semaines qu'ils étaient là-dessus. Puis, dès qu'une des organisatrices m'a vu arriver dans le corridor, je m'étais même pas encore assis dans la pièce autour de la table, elle m'a vu juste descendre le corridor, puis elle est venue à ma rencontre, puis elle me regarde, puis elle dit... Là, on recommence pas tout de zéro, là. Et ça, je pense que c'est la meilleure représentation d'une certaine perception de l'anthropologie. Ben oui, c'est ça, parce qu'on a tendance à tout re-questionner assez rapidement. Mais sinon, comment tu résumerais d'abord très succinctement l'anthropologie à une personne qui n'est pas vraiment familière avec la discipline? Oui. Ben, l'anthropologie, à mon avis, puis bon, c'est quand même assez partagé, s'intéresse à 2 questions fondamentales. La première pourrait être « Qui sommes-nous? » et la deuxième « Qui sont les autres? » Évidemment, toute l'anthropologie consiste pas à répondre à ces questions-là, mais à définir ce « nous » et à définir ces autres. Donc, le raisonnement s'est raffiné. Par exemple, évidemment, l'anthropologie s'est définie autour de l'anthropos, de l'être humain, disons, en tant qu'organisme, en tant qu'espèce animale, disons. Mais avec le temps, on s'est posé la question, est-ce que l'anthropologie, est-ce que le « nous » n'inclurait pas aussi les animaux? Est-ce que le « nous » n'inclurait pas même des êtres non sentients? Donc,
l'intérêt n'est pas de répondre à ces questions-là, mais c'est toujours d'examiner ces deux fameuses catégories. Évidemment, la catégorie de l'autre, elle a une très, très longue histoire, pas toujours reluisante, mais en même temps, pour se comprendre nous-mêmes, très souvent, on a besoin de quelque chose qui est autre à nous. Oui, je pense que c'était quand même assez clair. Merci, mais moi, ma question, ça serait... Parce que, bon, tu sais, moi, quand je suis arrivée en anthropologie, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Toi, qu'est-ce qui t'a amené en anthropologie? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette discipline-là? Pourquoi avoir choisi ça comme domaine d'études? Moi, je suis vraiment venu à l'anthropologie à travers la philosophie. Surtout à travers un cours qui a changé ma vie. Le cours Conception de l'être humain, qui est un cours obligatoire en philo. Bon, il l'était quand je l'ai pris. Après ça, il change de nom un peu tout le temps, là, mais dans les cégeps, c'est le cours de philosophie anthropologique de base. Et ce cours-là a vraiment changé ma perception. Bon, il arrive un moment important au cégep où on commence à sentir la société autour de nous. Avant, on est dans la socialisation primaire, on nous montre des vérités, on nous montre comment être, etc. Et évidemment, selon les personnes, ça arrive plus ou moins tard, là, mais moi, disons, je n'étais pas un type particulièrement rebelle au secondaire, donc au cégep, ça a été vraiment une occasion de réfléchir justement à des questions fondamentales, notamment, le thème classique de ce cours-là, c'est notre liberté par rapport à notre société. Qu'est-ce qui nous vient des normes? Qu'est-ce qui nous est imposé? Comment se trouver un espace de liberté là-dedans? Notamment, le professeur a passé quand même un bon bout de temps sur la philosophie de Jean-Paul Sartre. Donc, on peut avoir plein de débats et de discussions là-dessus, mais pour moi, à cette époque-là, comme beaucoup de gens, Sartre, c'est le philosophe pour les adolescents, là, où, justement, on apprend à réfléchir à la manière de s'affranchir de toutes les attentes que les autres peuvent avoir envers nous. Donc, et évidemment, dans cette réflexion-là, on a tous les récits sur, disons, les expériences de pensée sur l'humanité à ses origines. Donc, très souvent, c'est pas présenté comme des faits ou comme même des théories, là, si on retourne aux Lumières ou avant, mais plutôt comme quelque chose qui est bon à penser. C'est-à-dire, imaginons l'être humain sans la société. Essayons d'imaginer l'être humain, avant le développement des normes, des contraintes qu'on s'impose entre nous, etc. Et, écoutez, c'était des réflexions tout à fait parfaite pour quelqu'un qui était dans un processus de remise en question de son parcours en sciences de la santé. Là. Donc, c'est vraiment... et là, évidemment, quand est venu le temps de poser ma candidature pour des programmes universitaires, en fait, j'ai postulé dans 2 programmes de philosophie. Et là, il me restait comme un 3e choix à faire. Je disais, hey, tu sais, l'anthropologie, finalement, c'est un peu comme de la philosophie avec du camping, tu sais. Donc, au lieu de passer le restant de mes jours dans une bibliothèque à réfléchir sur des livres de 800 pages, je me suis dit, regarde, là, on peut sortir dehors, puis, aller sur le terrain, rencontrer des gens, puis c'est peut-être une bonne façon de faire de la philosophie. Donc, avec le temps, évidemment, la portion terrain a peut-être pris de plus en plus de place, mais c'était vraiment le parcours là, de mes 20 ans. OK. Hey, c'est intéressant, là, parce qu'il y a 2 affaires dans ce que tu dis qui me frappent, que je n'étais pas au courant. Premièrement, tu as fait des études en sciences de la santé. C'est-tu vrai? Oui. Regardez, oui. Qui n'étaient pas les plus reluisantes imaginables. Là. J'étais malheureux, justement. Oui, c'est ça. Parce que c'était ce qui était attendu. Puis je pourrais vous dire le jour, l'heure, la minute exactement où je suis devenu anthropologue. J'étais en train de préparer un test de physique optique. Il fallait faire, pour les gens qui ont les parcours en sciences, là, ils savent, là, les masses et les masses d'exercices à faire. Puis j'étais à la bibliothèque, puis vraiment pas heureux, en train de faire mes exercices, puis ça marche dessus, puis etc. Puis là, à un moment donné, j'ai comme eu un flash. C'est-à-dire quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie d'une personne, mais quand ça arrive, on le sait. J'ai comme posé mon crayon, puis je me suis relevé, puis j'ai dit,
qui m'oblige à faire ça? Qui m'oblige à faire ces exercices-là? Est-ce qu'il y a une police derrière moi qui m'attend avec une matraque si jamais je les fais pas? Et j'ai fermé mon livre. L'examen, c'était dans l'après-midi. Puis j'ai dit, j'y vais pas. Écoutez, je vais pas être... On va mettre une mise en garde pour les enfants. Faites tout ce qu'on vous demande, là. Mais là, ça a été un moment... Sartre appelle ça la transcendance, là, c'est-à-dire le moment où vous opérez une rupture entre vous et les normes sociales autour de vous. Puis, je me rappelle, là, cette journée-là, je flottais sur un nuage. Et vraiment, c'est probablement la première et honnêtement, peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai eu vraiment cette rupture totale par rapport aux normes. Et ça a été ton épisode rebelle de pas aller à un examen. mes 5 minutes de rébellion, mais qui ont littéralement changé ma vie, là. Et après ça, quelques jours plus tard, je vais voir mon prof de physique pour lui dire que je lâchais son cours puis que ça ne m'intéressait pas. Puis il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, peut-être de la philo, peut-être de l'anthropologie. Puis là, il me regarde puis il dit, vous savez que si vous faites ça, vous allez devoir être bon. Et ça a été l'argument qui m'a convaincu. Donc, oui, effectivement, rester dans des programmes où tu peux tirer ton épingle du jeu, même si tu es médiocre, écoutez, là, c'était c'est moins intéressant d'un point de vue d'épanouissement personnel et professionnel, c'est clair. Puis la deuxième chose qui m'a marquée dans ce que tu viens d'expliquer, c'est nécessairement, ça se sent beaucoup dans les travaux que tu fais, là, ton penchant ou ton... On sent que les travaux que tu fais sont quand même... ancré dans une posture ou une réflexion philosophique encore aujourd'hui. Alors, je me demandais, à ton avis, d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que l'anthropologie peut offrir à la société de façon plus globale? À quoi ça peut être utile, l'anthropologie? Oui. Ce que je vous ai décrit comme étant mes 5 minutes de rébellion, je pense que l'anthropologie l'offre à la société en continu, c'est-à-dire une occasion de réfléchir sur nos catégories les plus fondamentales et les normes qui sont associées. La raison pour laquelle l'anthropologie, elle est tellement difficile à saisir pour le grand public, c'est qu'elle travaille avec des catégories sur lesquelles tout le monde croit posséder une expertise. Si je vous parle de physique quantique puis de particules, etc., si vous n'avez pas une formation là-dedans, vous restez silencieux et vous écoutez l'expert. Si je vous parle de famille, de croyances, de vous, de subjectivité, de parenté, de politique, tout le monde, en fait, a tellement l'impression de comprendre de quoi on parle qu'il n'y a plus d'espace pour des questions supplémentaires. Et les anthropologues, justement, par la méthode comparative depuis toujours, on peut retourner dans la philosophie, dans des expériences de pensée, mais on peut très rapidement intégrer là-dedans les expériences de contact avec des manières d'être différentes. Donc, par la méthode comparative, dans le temps ou dans l'espace, l'anthropologie arrive tout le temps à montrer que ce que vous considérez être vos catégories les plus fondamentales, des sujets absolument hors de tout questionnement, en fait, il n'y a rien d'évident là-dedans. Même le sujet, la personne, cette idée que, par exemple, il y a une continuité dans notre personne entre notre naissance et notre mort, par exemple, qu'on est une personne. C'est pas toutes les sociétés qui pensent comme ça. C'est pas... Il y a des sociétés où il y a vraiment, à travers des rituels d'initiation, par exemple, où une personne meurt, vous, enfant, meurt, et vous, adulte, naît dans l'espace de 2-3 jours. Avec une véritable rupture. Pas juste dire, j'ai fait ma première communion, là, mais de dire, vraiment, je suis maintenant renouvelé. Donc, c'est un exemple parmi 1000, mais l'anthropologie a toujours eu cette espèce de capacité, de curiosité, d'ouverture aussi, vraiment à remettre en question là, les éléments les plus fondamentaux de nos systèmes de croyances.
Moi, je me demandais, Martin, là, selon toi, c'est quoi, là, en ce moment, là, une des plus importantes contributions actuelles à la discipline? Je sais que tu travailles beaucoup au niveau, bon, des réflexions alternatives, les utopies, le futur. Peux-tu nous en parler un peu? Oui. Bien, le monde a changé depuis la naissance de l'anthropologie. Bon, on peut discuter de différentes dates, mais grosso modo, là, on peut parler de la deuxième moitié du 19e siècle. Quand l'anthropologie est née, il y avait encore un bon nombre de sociétés qui n'avaient pas eu un contact très prononcé ou très direct avec, disons, les structures coloniales. Disons, tous les peuples du monde se retrouvaient à l'intérieur de colonies, par exemple, ou étaient sur des terrains qui étaient contestés entre des métropoles coloniales, mais il y avait encore cette possibilité évidemment, du mythe ethnographique de base, d'aller au fond de la forêt amazonienne ou sur une île d'Océanie et être la première personne à trouver une société qui n'aurait jamais eu de contact avec l'Europe. Évidemment, bon, ça a été abondamment décrié, ça a été démoli certainement tout au long du 20e siècle, mais aujourd'hui, évidemment, cette question-là ne se pose pratiquement plus. C'est-à-dire qu'avec l'accélération de la mondialisation, de la globalisation, des interconnexions entre les humains, on est rendu à une période de notre histoire où on comprend que tout le monde est lié ensemble. Et ça, ben, à un moment donné, j'oublie le nom de la personne, mais il y a un poète qui a gagné je ne sais pas si c'était un prix Nobel qui disait, ben, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qui nous distingue, effectivement, pour, l'acquisition de droits, de reconnaissance, contrer des violences historiques, etc. Ben, effectivement, il faut mettre de l'avant les particularités de plusieurs segments de la population et de l'humanité qui ont été discriminés historiquement. Mais ce poète-là disait, ben, cette question-là, elle vient toujours aussi main dans la main avec une autre question qui est celle de qu'est-ce qu'on partage en commun. Et aujourd'hui, on partage beaucoup de ces interconnexions entre nous. Donc, l'anthropologie, d'une certaine façon, après être passée à travers un 20e siècle parfois ultra particulariste où la monographie ethnographique de base, c'était, bon, je m'en vais dans mon village, je passe 1 an là, je vais tout décrire, mais je ne suis spécialiste que de ce village-là. Le village d'à côté, j'ai aucune idée, je ne peux pas extrapoler, ce serait de la spéculation, etc. Donc, il y avait des raisons à ce particularisme-là. Mais évidemment, à mesure que le 20e siècle avance, l'anthropologie redécouvre l'importance de penser l'humanité, puis même, de penser l'humanité au-delà de l'humanité, aussi dans nos rapports avec l'écosystème global, les écosystèmes de la planète, les autres espèces, etc. Et l'anthropologie, justement, peut jouer un rôle très important dans, encore là, de mise en garde face aux projets et aux visions qu'on a de cette totalité-là, en disant, ben, c'est parfait d'avoir une vision de la totalité, il faut avoir cette vision globale-là, mais il ne faut pas que cette totalité-là, cette vision globale, soit juste une projection de nos biais à nous. Quand les Nations unies ont voulu créer la Déclaration universelle des droits humains, il y a eu, même à l'époque, là, dans les années 40, une pression d'anthropologues, Melville Herskovits en particulier, qui a voulu mettre sur pied une commission anthropologique pour dire, ben, justement, si vous êtes pour définir des droits humains, il faut que l'anthropologie participe à la conversation parce que, justement, l'anthropologie a une vision comparative de cette diversité-là. Donc, déjà dans les années 40, c'était présent. Mais évidemment, c'est passé un peu sous le rouleau compresseur où les droits humains sont devenus des droits tels que conçus, souvent dans une perspective eurocentrée. Mais la question fondamentale qui était posée, même dans les années 40 et bien avant, là, revient aujourd'hui, c'est-à-dire, ben, si on est pour vivre ensemble, penser nos interconnexions, ben, il faut au moins
faut apprendre de l'histoire de l'anthropologie, déjà là, et de ses erreurs. Mais je trouve ça intéressant comme réflexion parce que, mettons que je me replonge dans le type de discussion que moi j'ai avec les membres de ma famille, mettons, pendant les soupers de famille. On entend quand même souvent ça serait tellement plus simple si tout le monde parlait la même langue, genre l'anglais. Tout le monde devrait parler anglais, ça serait plus simple. Mais, tu sais, ça, c'est une réflexion qu'on entend beaucoup. Puis je trouve ça intéressant ce que tu as dit il faut faire attention à ne pas penser cette globalité-là ou cette totalité-là selon nos biais à nous. Parce que pour nous, ça serait simple parce qu'on est bilingue dans ma famille, par exemple. Mais ça serait pas simple pour tout le monde. Fait que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette... Puis mettons que je me cherche des outils pour mieux répondre aux gens de ma famille qui disent des choses comme ça. Qu'est-ce que tu répondrais à ce type de réflexion-là? Bien, la première chose qu'il faut noter, puis ça, c'est vraiment important, c'est que l'anthropologie n'est pas le domaine exclusif des anthropologues. Il y a une raison très explicite et très réfléchie pour laquelle il n'y a pas d'ordre des anthropologues, par exemple. Parce que, effectivement, tous les êtres humains pratiquent ce qu'un anthropologue brésilien, Gustavo Lins Ribeiro, a appelé la pensée anthropologique. C'est-à-dire que tous les êtres humains, et un souper de famille est l'occasion rêvée, puis aller dans une taverne, vous allez l'avoir encore plus, là. Personne ne sait c'est quoi l'anthropologie, mais tout le monde a une théorie de « Ah ouais, les humains sont comme ci, les humains sont comme ça », puis une vision, etc. Sauf que, évidemment, ces positions-là, ce qu'elles ont souvent comme caractéristique, c'est de ne pas être examinées. Donc, c'est ça la différence. Donc, c'est pas nécessairement toujours de trouver un contre-argument immédiat, mais c'est d'amener les gens à réfléchir au fondement de leurs affirmations. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que d'avoir une seule langue est un facteur, disons, positif pour l'humanité, etc. Et là, juste faire ce petit pas-là, vous sortez d'une anthropologie, on peut dire, non réfléchie, à la pratique de l'anthropologie elle-même. Donc, tout d'un coup, on commence à examiner des fondements. Et ça, bien évidemment, après ça, c'est de dire, OK, as-tu des données pour appuyer ça? As-tu pensé que si on homogénéise le langage humain, qu'on va peut-être perdre quelque chose au change, etc. Donc, la conversation est beaucoup peut-être de questionnement et de questionnement qui amènent les gens à rendre les fondements de ce qu'ils disent de plus en plus explicites. Et là, quand vous faites ça, vous faites de l'anthropologie. Fait que dans le fond, la petite anecdote que tu nous as racontée au début, il y avait un fond de vérité sur le fait que les anthropologues posent beaucoup de questions. Ouais. Mais on est des bonnes personnes, donc c'est ça qui fait la différence. Quand même, c'est ça. On le fait d'une manière sympathique. Moi, Martin, je reviens à ce que tu disais tantôt qui nous a fait beaucoup rire, que l'anthropologie, finalement, ça ressemblait à de la philo avec un peu de camping. Avec les différentes expériences de terrain que tu as en arrière de la cravate puis tout ça, je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu comment s'est déroulée là, ta première expérience de terrain ou une expérience, quelque chose de marquant là, que tu as vécu pendant ces années-là? Oui, ma première expérience de terrain s'est déroulée, évidemment, dans un contexte de conflit. Puis, le terme plus exact, c'est un contexte de guerre de basse intensité, là. Donc, le Chiapas, encore jusqu'à aujourd'hui, les régions, disons, autochtones du Chiapas sont des régions où il y a quand même encore beaucoup d'insécurité pour toutes sortes de raisons. Donc, c'était quand même intimidant. Puis, plus qu'intimidant, j'aurais pu apporter un petit souvenir de l'époque. Là. Je veux dire, le Mexique a un rapport très particulier avec la mort, oui. Donc le jour des morts. Donc la mort est quelque chose de familier, contrairement à ce qu'on peut voir peut-être dans nos sociétés, où la mort est quelque chose de caché et qu'on veut ignorer. Il se trouve qu'au début de mon terrain, je suis arrivé, c'était le jour des morts, etc. Puis les gens vous donnent des petits crânes, là, donc qui vous rappellent votre mortalité. Donc, et là, j'ai comme vécu ça
littéralement, une semaine avant de partir pour la jungle où on était dans des communautés encerclées par des militaires ou même certains groupes paramilitaires. Là. Donc, moi, mon premier terrain au Chiapas a eu lieu en 1996. 1998, il y a eu un événement, là, un massacre, là, le massacre d'Actéal, où carrément des groupes paramilitaires sont rentrés dans une église et ont tiré sur des gens. Donc, c'était une réalité, disons, ce risque-là très présent dans une zone où la tension était très forte. Donc, ce qui a été marquant, littéralement, c'est que je me suis dit, je ne reviendrai jamais de là. Donc, mais pas comme on dit quand on est pris dans le trafic, on dit « j'en sortirai jamais ». Là. Mais là, c'était vraiment une possibilité très réelle où je me disais, écoutez, ça se peut que ce soit ça. Puis bon, je suis allé pareil. Donc, à un moment donné, l'anthropologie nous habite. Puis, bon, ça n'a pas mal tourné, mais c'est une question... Bon, le risque est toujours là. Puis, évidemment, on sort de là assez... disons, avec beaucoup de réflexion. Donc, donc, ça a été ma première expérience de terrain, mais en même temps, évidemment, ça a été extrêmement enrichissant dans la mesure où ça m'a absolument convaincu. De par une formation en anthropologie, c'était un peu un présupposé que l'ethnographie vous donnait une vision un peu différente de ces grands conflits dont on entend parler dans les médias. Mais d'y aller sur le terrain, de rencontrer des gens, de voir comment des enfants de 5 ans, 6 ans vivent dans ces conditions-là. Tu sais, toi, tu vis l'insécurité et là, tu les vois s'amuser et carrément même de l'autre côté. Tu sais. Moi, je croisais des soldats mexicains. Tu sais. Les soldats mexicains, je dis, tu sais, sont en je ne sais pas combien de rapports, de dénonciation d'abus de droit, etc. Et t'en croises un pour la première fois, disons, aux yeux dans les yeux, tu te rends compte qu'il y a 15 ans. Là, il doit avoir un âge limite là, pour l'enrôlement, mais c'est un enfant. Là, tu te dis, wow! Comme ethnographiquement, un conflit comme ça, c'est des enfants qui se battent contre des enfants. Là. Et tu te dis, OK, ça change le regard. Puis, depuis ce jour, certainement, je suis... Dans tous les cercles d'études des conflits, la méthode ethnographique, j'en suis l'apôtre là, parce que ça change tellement notre vision. Mais justement, l'expérience de terrain, elle est tellement centrale dans la pratique anthropologique. Puis, pour les étudiants, étudiantes, c'est tout le temps des expériences qui transforment, là, ou en tout cas, généralement. Comment on fait pour se préparer à un terrain comme le tien, par exemple, en situation de conflit ou des situations particulières? Puis est-ce qu'il y a une façon, quand on revient, y a-t-il comme un aftercare? Y a-t-il comme des choses qu'on peut faire en revenant du terrain? Parce que pour ma part, ça a été un retour de terrain traumatique. Puis... je trouve que c'est important aussi, des fois, on nous parle beaucoup dans notre formation de comment se préparer au terrain, mais après, il y a comme rien pour les étudiants et étudiantes qui reviennent. Puis je pense que ça serait comme intéressant qu'on réfléchisse au aftercare, là, qu'est-ce qu'on fait quand on revient de terrain? Oui, absolument. On n'a jamais suffisamment de préparation, mais en même temps, on n'est jamais vraiment prêt à y aller. À un moment donné, il faut faire le pas. Par contre, un des éléments, disons, on va commencer par le avant-terrain. Un des éléments, à mon avis, qui est souvent négligé, c'est que, on encourage les étudiants, les étudiantes à s'informer, à lire, à apprendre à connaître leur terrain avant d'y aller. Donc, lisez ce qui s'est publié là-dessus, etc. Parfait, évidemment, c'est très utile, sauf que ça néglige le fait que le terrain, c'est une expérience dialogique. C'est une expérience de dialogue entre vous et les gens que vous allez rencontrer. Et ça, ce dialogue-là, vous l'avez sans doute vécu vous aussi, vous pousse au bout de vous-même. Et c'est souvent... une partie du choc vient souvent de la manière dont on se révèle à nous-mêmes dans cette relation-là. Dans les années 40, 50...
il y a des programmes de doctorat, en tout cas, peut-être même de maîtrise, là, des programmes d'anthropologie où les gens allaient en terrain qui exigeaient que les étudiants fassent une psychanalyse avant de partir. Wow. Donc, pour savoir qui vous êtes, vous, parce que vos interlocutrices, interlocuteurs sont pas particulièrement intéressés à parler d'eux-mêmes. Je veux dire, oui, tu sais, bon, tu me poses des questions sur ma société, ma culture, je vais te répondre, j'apprécie que tu as un intérêt, etc., mais c'est toi la bébête étrange ici, c'est toi la personne envers qui j'ai des questions, et eux vont souvent nous ethnographier beaucoup plus que nous-mêmes. Mon anecdote préférée, qui n'est pas de mon terrain, je l'ai lu, mais je l'ai trouvé tellement fantastique et qui représente tellement l'expérience ethnographique, c'est une anthropologue américaine, végane, vraiment, certainement anti-fast-food, etc. Là, bon, habitude de vie saine, critique, de la globalisation, ce que vous voudrez, qui s'en va faire un terrain chez des pêcheurs norvégiens. Donc, si vous connaissez un peu les pêcheurs norvégiens, vous savez qu'ils mangent du poisson, pas à peu près. Donc là, elle commence son terrain, puis c'est un terrain d'1 an, puis 1 an à manger du hareng, puis à manger du... tout d'un coup, elle est prise d'une sorte de rage. Mais vraiment, elle décrit, là, pour du McDo. Elle veut manger du McDo hamburger. Puis elle commence à s'en faire un, mais pas se faire un hamburger, là. Se faire un hamburger, mais prendre du carton et se faire la boîte aussi, puis dessiner la boîte et faire des frites et faire le petit cornet en carton. Elle voulait, tu sais, elle reconnectait pas avec qui elle était juste avant de partir, elle reconnectait littéralement avec son enfance et son identité. Parce que, justement, d'être immergé dans la réalité de l'autre, à un moment donné, il y a comme un élastique qui tire et vous sentez le besoin de revenir vers quelque chose que vous ne saviez même pas, que vous considériez comme fondamental à votre identité. Moi, ça m'est arrivé au Mexique après, je ne sais pas combien de mois de terrain. À un moment donné, je m'en vais à Mexico, puis je tombe dans un stand à journaux sur une revue d'informatique. Je ne connais rien à l'informatique, j'ai aucun intérêt à l'informatique, mais là, j'achète la revue et je ne pouvais pas la lâcher. Les nouveaux processeurs, les nouveaux fils, les nouveaux câbles, etc. C'était comme une manière de reconnecter avec quelque chose. Donc ça, vraiment, mettre plus d'accent sur ce rapport dialogique-là. Et ça, je pense que ça a même des implications éthiques. C'est-à-dire que l'idée du chercheur derrière un miroir sans teint, là, et pas éthique en ethnographie. C'est-à-dire que vous demandez aux gens de se dévoiler à vous, bien, vous devez être capable de vous dévoiler à eux aussi. Puis ça, il faut être prêt à le faire, et c'est pas toujours facile. Bien, je me demandais justement, Martin, sur le terrain, concrètement, là, comment que ça peut se refléter, cette dynamique-là? C'est que les gens vont te poser des questions, c'est... Oui. Bien, sur mon terrain de doctorat, évidemment, les gens ont plein de questions. Premièrement, évidemment, au Mexique, il y a vraiment une fascination énorme pour l'Amérique du Nord. Donc, tout de suite, les gens me posaient la question, pourquoi... Bien, littéralement, ce que les gens me disaient, c'est pourquoi tu viens souffrir ici? Pourquoi tu as lâché ton confort nord-américain pour venir... dans la jungle. Dans la jungle, être malade, peu importe. Donc, pour eux, déjà, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Après ça, littéralement, l'exemple le plus concret que je peux donner, c'est qu'aussitôt que je quittais j'avais une petite pièce où je vivais dans l'hôtel de ville du village, là, et immanquablement, aussitôt que je mettais le pied, j'allais faire des entrevues ou j'étais pas là dans la journée, les gens entraient dans la pièce et fouillaient mon sac. Donc, pas pour voler quoi que ce soit, mais pour voir par curiosité, qu'est-ce que j'avais. Oui, les objets bizarres. Donc, et je veux dire, une chose que je me suis fait voler,
Puis c'était... Bon, vous avez peut-être déjà vu ça, il y a des petits contenants d'épices de camping, mais c'est comme, tu sais, vous avez genre 12 épices dans un petit contenant. Ils vendent ça chez Canadian Tire, je pense. Là. Puis bon, j'avais apporté ça pour dire, bon, des fois, ça devient un peu moyen, là. Tu sais, juste mettre un peu de saveur de chez nous dans des plats. Et ça, ils n'avaient pas pu résister parce que là, il y avait comme quelque chose de... Pour eux, c'était vraiment absolument étrange que quelqu'un puisse vouloir manger autre chose que ce que les MEPA mangent. Donc, c'est des sociétés où disons, les gens n'ont pas nécessairement le culte de la diversité alimentaire comme on a. Bon, ça prend absolument des haricots à tous les repas. Des tortillas à tous les repas, des haricots. Ils vont manger ça tous les midis, toute leur vie, puis ça ne dérange pas. Et là, tout d'un coup, c'était comme, hey, tu sais, il y a quelqu'un qui sent un besoin pour de la variété. Donc, tu sais, il y a toujours cette espèce de négociation. Puis bon, ça, c'est les exemples un peu plus sympathiques. Des fois, c'est vraiment, on voit qu'on arrive et on représente toute une histoire derrière nous et on a beau avoir les meilleures intentions du monde, ce que les gens voient, c'est les gens me posaient la question souvent surtout dans le terrain de doctorat, là, qui était dans des communautés qui avaient commencé à migrer plus vers le nord. Les gens disaient, pourquoi toi tu peux être ici puis nous autres on peut pas être chez vous? T'sais? Puis là, il faut que tu répondes à ça. Donc, il faut être prêt à porter ça aussi, là, dans le sens que les gens, ils vont, même si toi, tu as les meilleures intentions possibles, c'est ce que les gens voient, c'est ce que tu représentes pour ces gens-là. Fait que des fois, ça peut être vraiment rough, j'imagine, là, de savoir que dans leur esprit, tu incarnes quelque chose qui est beaucoup plus large que toi-même. Là. Oui. Puis, vous allez entendre ça régulièrement dans des récits de terrain ethnographique. Votre présence n'arrivera jamais à réconcilier des gens avec la catégorie de personnes que vous représentez. Sur le terrain, les gens, il n'y a aucun MEPA qui a plus aimé les Nord-Américains parce que j'étais là. L'acceptation dans la communauté est venue du fait que les gens ont appris à me connaître, moi. Donc, dans un discours, les Nord-Américains sont tous et toutes comme ci, comme ça. Là, il y a comme, Martin comme ça. Fait que c'est comme, vous devenez juste une espèce de petite case plus personnalisée, plus humanisée, mais qui n'est pas comme un ambassadeur ou quoi que ce soit. Là. Puis c'est là qu'on se rend compte vraiment de la complexité du terrain ethnographique et de la complexité, disons, de réconciliation à grande échelle. La réconciliation, elle se fait rarement entre des peuples, entre des entités, entre des nations. Elle se fait de personne à personne à travers des liens qui se tissent. On peut bien négocier, mettre en place des cadres, mettre en place ce que vous voudrez, mais en bout de ligne, c'est du face-à-face et c'est pour ça que c'est des processus qui sont longs. Super. Bien, fait que là, tu vas sur le terrain, tu vis cette expérience-là qui peut être assez marquante ou confrontante. Puis quand tu reviens, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce que ça se peut que tu n'aies pas la réponse miracle, mais c'est quoi l'aftercare qu'on peut essayer ensuite? Oui. Dans les études de la migration, les auteurs vont souvent parler du phénomène de la transculturation. Quelqu'un qui est issu de la migration, à un moment donné, sera jamais tout à fait de là-bas et se sentira jamais tout à fait d'ici. C'est-à-dire, il y a, à un moment donné, il y a le phénomène comme un peu d'être assis entre deux chaises. Et l'ethnographie produit ça. C'est-à-dire, là, j'ai décrit le bout où vous allez dans une société qui est différente et vous sentez cet élastique dont je vous parlais qui vous lie à votre société. Donc, vous ne pourrez jamais être 100% en immersion et intégré dans votre terrain. C'est pas... si vous faites ça, vous arrêtez de faire de l'anthropologie. Vous devenez juste un membre de cette société-là, etc. Mais en général, vous êtes là-bas, mais sans être totalement là-bas parce que votre subjectivité, votre manière d'être vous lie encore à votre société d'origine. Quand vous revenez, c'est le phénomène inverse. Donc là, vous êtes en processus de transculturation, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que
vous ne cadrez plus tout à fait dans la société que vous avez quittée avant votre terrain ethnographique. L'expérience de là-bas, l'expérience du terrain. Et là-bas, ça n'a pas à être à l'autre bout du monde. Ça peut juste être, bon, vous êtes une personne qui a grandi en milieu urbain, vous allez faire du terrain en milieu rural, un rapport de différentes classes sociales, etc. Et vous revenez ici et votre monde, ce que vous pensiez être votre monde, tout d'un coup, vous paraît étrange parce que vous savez que tout pourrait être différent. Et ça, ben, tu parlais des soupers autour de la table. Là, ben ça peut... non, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ce sentiment-là, c'est-à-dire autour de vous. Et les gens veulent parfois réaffirmer des évidences. Ben voyons, c'est comme ça. Ben voyons, c'est comme si. Ben, ça va de soi. Bon, on a plein de normes qui sont naturalisées comme ça. Mais quand vous revenez, ben vous êtes plus tout à fait... un bon soldat, là. Vous avez été en partie, en fait, désocialisé par rapport à votre milieu d'origine et resocialisé ailleurs. Donc ça, évidemment, la première chose à faire, c'est d'en parler avec des gens qui ont des expériences similaires, parce que même si tous les terrains sont différents, ben cette expérience-là, elle est, dans une certaine mesure, fondamentale à l'ethnographie. Les anthropologues, on n'a pas de télescope, de microscope, on n'a pas d'outils externes qui nous permettent de cueillir des données. Notre outil, c'est un outil fondamentalement humain qui est notre capacité à acquérir de la culture et à être socialisé. Tous les humains passent à travers ça au moins une fois dans leur vie. Quand vous êtes enfant, c'est exactement ce que votre société fait. Vous dites, bon, ben OK, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça, etc. Ce qui est particulier, ce qui est caractéristique de l'ethnographie, c'est que vous mettez à profit ce muscle-là que vous n'avez pas utilisé peut-être depuis un petit bout de temps. Vous le mettez à profit pour faire de la recherche. Vous vous plongez dans un autre environnement, vous faites resocialiser et réenculturer selon d'autres principes. Donc, évidemment, quand vous revenez dans le milieu d'origine, que lui a travaillé pendant 15 ans, 20 ans à vous inculquer certaines vérités, ben vous détonnez. Ben, ça, c'est... Il y a comme un choc, non seulement du point de vue, justement, des habitudes qu'on avait, qu'on a peut-être eu l'occasion de remettre en question, mais aussi un choc parce que, justement, le terrain, c'est tellement un dialogue avec plein de gens. Puis moi, ce que j'avais trouvé difficile, c'est de revenir puis de tomber dans un processus qui est tellement solitaire parce que tu es dans l'analyse de tes données. Puis bon, moi, c'est particulier, je suis revenue en contexte de pandémie, mais je sais que c'est un sentiment qui est partagé quand on revient du terrain. C'est le clash entre être surstimulé, être toujours en dialogue avec le terrain versus se retrouver tout seul avec ses données à rédiger puis à les analyser. Puis non seulement on revient tout seul avec nos données, mais on revient, tu sais, c'est une expérience transformatrice finalement. Là. On revient puis on est, veut pas, changé. J'imagine que ça soit notre premier ou notre je sais pas combienième terrain, là. Mais oui, c'est marquant là, pour une personne. On est des personnes avant tout, là, les anthropologues. Là. Ouais. Et ça, c'est l'héritage de la philosophie qui reste présent dans l'anthropologie. C'est-à-dire que le processus de recherche anthropologique, il part de textes et il finit dans des textes. Disons, le processus habituel. C'est-à-dire vous commencez par lire sur votre terrain, après ça, vous avez toutes ces expériences-là extrêmement complexes, des feux d'artifice, etc. Et évidemment, ce que le processus demande souvent, c'est d'atterrir à nouveau dans le texte en produisant un par vous-même. Donc, effectivement, ça fait tout un changement de rythme, là, et bon, ça n'a pas à être comme ça, mais on peut dire le modèle de base, il est beaucoup, disons, de cette manière-là. C'est-à-dire que je pense que un des héritages peut-être les plus questionnables, disons, que la philosophie occidentale a légué à l'anthropologie, c'est le mythe, par exemple, de l'auteur unique. Donc, on vous demande justement de sortir de ce contexte de terrain extrêmement dialogique, extrêmement dynamique, et là, tout d'un coup, c'est que votre voix qui va être entendue.
même si vous mettez des citations, vous transcrivez, etc., vous restez les chefs d'orchestre, vous restez la personne qui est en contrôle de ce qui va être dit de cette expérience-là. Et c'est là, qu'il y a vraiment peut-être des réflexions à avoir. Et il y a un anthropologue qui a dit récemment, il dit, l'anthropologie, c'est comme une alchimie bizarre qui transforme l'art en plomb. L'art du terrain, de la richesse de ces interactions-là, en plomb du texte ethnographique qui, veut pas, est toujours une version simplifiée, voire appauvrie de ce qui s'est vraiment passé. Mais c'est très intéressant ce que tu nous racontes là, Martin, puis moi, je sais, ayant suivi plusieurs de tes séminaires, que tu as un intérêt particulier pour la science-fiction, qui peut finalement permettre, au-delà de transformer l'art en plomb, de peut-être rajouter de la frioriture un peu autour de ce plomb-là, finalement. Fait que je proposerais de passer là, au dernier segment de notre émission, qui est le Culture Pop! Piou, 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 piou. Donc, Martin, on va t'inviter là, à nous partager là, une œuvre qui se rapproche un peu de sujets que tu étudies. Moi, je soupçonne que tu as choisi la science-fiction. Oui, on peut appeler ça comme ça, effectivement. Oui, le choix est vaste, mais j'ai choisi peut-être de parler d'un film et d'un réalisateur un peu moins connu, mais tout à fait dans le sujet. Là. Craig Baldwin est un réalisateur américain qui est connu pour faire ce qu'il appelle vraiment de la vidéo, je pense qu'il appelle ça de la vidéo pirate. Là. C'est-à-dire, c'est des films, des pseudo-documentaires, disons, mais faits avec ironie. Donc, c'est pas... c'est un jeu qu'il fait où il coupe et il monte toutes sortes de segments, souvent de films publicitaires, de films d'éducation publique des années 40, 50. Et parfois, la raison pourquoi il se dit un peu pirate, c'est que, il est pas très regardant sur les côtés de droits d'auteur. Donc, ils vont insérer des trucs. Vous allez avoir un clip de Star Trek au milieu de son film. Puis, lui, ça le dérange pas tant que ça. Donc, Craig Baldwin a fait une de ses œuvres s'appelle Tribulation 99, qu'il a sorti en 1992. Donc, je l'ai choisi parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du complotisme. Hein. Le complotisme est revenu dans le paysage politique avec le populisme, avec la montée de différents groupes. Populisme de droite, populisme de gauche. Là. Mais l'anthropologie, elle est venue au complotisme. Elle a commencé à s'y intéresser dans les années 90. Donc, ça fait quand même 30 ans là, que l'anthropologie s'intéresse à ce phénomène-là parce que, évidemment, c'est comme une vision du monde. Vous avez des gens qui se construisent une cosmologie vraiment très, très élaborée, puis avec des méchants, avec toutes sortes de trucs, etc. Donc, Baldwin, ce qu'il fait vraiment de génial, c'est que... quand Laurence parlait de trouver des manières de mettre des fioritures, c'est pas juste faire de l'innovation stylistique pour en faire, mais c'est aussi trouver des manières de mieux communiquer, on pourrait dire, les résultats de l'ethnographie. Et Baldwin a véritablement fait une ethnographie de la mentalité complotiste. C'est-à-dire que son documentaire est présenté, ironiquement encore, là, comme la révélation d'un grand complot qui organise toute l'histoire des Amériques depuis la fin du Pléistocène, là, même depuis la mort des dinosaures. Là, il refait l'histoire des Amériques, mais, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il passe beaucoup de temps sur l'Amérique centrale, Guatemala, etc. Donc, ça, c'est comme... Il parle d'événements avec lesquels je suis quand même relativement familier. Mais ce qu'il fait d'une manière magistrale, c'est qu'il vous amène à penser en complotiste. Et ça, c'est, je dirais, le niveau, disons,
visé par toute ethnographie. C'est pas de vous expliquer des choses, c'est de vous amener dans le monde de certaines manières de voir, de certaines personnes. Donc, qu'est-ce que Baldwin fait? C'est qu'il va faire vraiment, il va mettre, on va dire, le complotisme là, sur les stéroïdes. Là. Et c'est un montage extrêmement rapide de toutes sortes de clips, de telle histoire, puis le coup d'État au Guatemala en 1954, puis le tremblement de terre de Managua, puis la révolution cubaine, puis les attentats contre Castro, puis contre John F. Kennedy, puis etc. Puis il va dire, ben, il y a des extraterrestres, les fameux lézards souterrains, en tout ça, qui pilotent tout ça, puis qui ont recruté l'acteur latino-américain Chichi Rodriguez pour être le porte-parole de la CIA. Et littéralement, c'est une expérience psychédélique, là. Je veux dire, Baldwin, votre cerveau se met à vraiment à tourner à 100 000 à l'heure. Il n'y a pas une personne capable de suivre le fil de son argumentation, mais c'est exactement ça. C'est comme vague après vague, puis des connexions, puis des connexions. Puis lui, dont on vous a parlé il y a 10 minutes, bien, regardez, il revient ici, puis son beau-frère, c'est un tel, puis l'autre, etc. Et c'est vraiment une caractéristique du discours complotiste. On appelle ça l'hyper-cohérence. Là, le groupe que vous identifiez comme étant la cause de tous les problèmes est sous-jacent à tous les événements de l'histoire depuis tout le temps. Et Baldwin, pendant, je pense que ça dure 1h30 ou quelque chose comme ça, mais vous sortez de là et, bon, vous n'êtes pas complotiste, mais vous vous grattez la tête en disant « Y a-t-il quelque chose de vrai là-dedans? » Donc, il sème juste le doute, mais si vous voulez vous voir vraiment cette vision-là de l'intérieur, Baldwin le fait d'une manière absolument phénoménale. Ah, wow, ça doit être tellement déstabilisant. On dirait que j'ai hâte là, de me trouver un moment pour visionner ça. Oui, et si je peux juste ajouter, la façon dont il fait, c'est qu'il fait du montage d'images, vraiment des clips ultra rapides, et lui, il fait une narration vraiment... il tisse tout ça ensemble à travers sa narration à lui, puis à un débit encore là phénoménal, mais là, tout d'un coup, vous êtes tellement perdu que vous n'avez pas le choix de vous rabattre sur, bon, OK, s'il dit, ça doit être ça, je n'irai pas vérifier les 50 informations qu'il me donne par minute. Là. Fait qu'il propose une incursion, en fait, dans les procédés utilisés dans ces groupes-là, là, en fait, là, parce que c'est comme une exagération de caractéristiques qu'on retrouve dans les vidéos YouTube qui font l'apologie de je sais pas quoi. Là, fait qu'ils expérimentent vraiment, c'est ça. Oui, absolument. Puis, ben, c'est ça. Il y a des affirmations comme ça prend une fraction de seconde pour les dire, mais ça va vous prendre une semaine ou un mois de recherche pour la défaire. Donc, quand c'est mitraillé à ce rythme-là, ben, à un moment donné, votre cerveau, il y a comme un déclencheur qui fait que, OK, bon, ben là, je vais juste arrêter d'essayer de tout valider. Là, je fais juste comme embarquer dans le flow. Là. Et ça, ben, justement, je pense que c'est un bon exemple. À la fois, c'est purement une fiction et c'est une fiction qui est assumée. C'est pas comme les pseudo-archéologues qui pensent qu'ils ont trouvé une vérité. Lui, il est totalement cynique par rapport à ça, mais ça devient une expérience à un moment donné. Puis là, ça vous aide à comprendre aussi, effectivement, comment dans ces milieux-là, c'est ça au cube, en continu, surtout aujourd'hui avec les médias sociaux. Ben, peu importe la croyance que vous avez, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui la partage et là, ben, ça rebondit, puis on tisse des liens, puis c'est comme un peu dans les films, là, les fous qui mettent des laines rouges là, qui tissent toutes sortes de liens entre des photos puis sur des cartes, etc. Là, puis donc, c'est une bonne expérience. Bien, merci pour le partage et pour tout simplement avoir accepté de venir nous rejoindre ici dans le studio de podcast du LAM pour cette discussion. C'était vraiment apprécié. Puis finalement, pour conclure, on vous rappelle que l'anthropologie, ça a beau être un peu obscur, mais on vous invite à vous y intéresser puis à vous poser des questions par rapport à cette discipline qui est, ma foi, très riche.
Et comme le disait notre directrice Michel, ne boudez pas votre plaisir. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain avec un autre invité, une invitée qui sera très intéressante également. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, Paul. À la prochaine.